Oubliez tout ce qu'on vous a dit sur la puissance de calcul. Oubliez les gigahertz, les teraflops et les promesses marketing sur le nombre de cœurs de votre prochain processeur. Si vous voulez comprendre où se joue la prochaine guerre mondiale de l'intelligence, il ne faut pas regarder les chiffres, il faut regarder un nom. Un seul, un nom qui a été projeté sur un écran géant à San José en Californie le 18 mars 2025. Imaginez la scène. Jensen Huang, le patron de Nvidia, est sur scène. Il porte son éternel blouson en cuir noir. Pas de notes. Face à lui, 25 000 ingénieurs retiennent leur souffle. Nvidia n'est plus seulement une boîte qui fabrique des cartes graphiques pour faire tourner des jeux vidéo. C'est une entité dont la capitalisation boursière dépasse le PIB de la plupart des pays de cette planète. Quand Jensen parle, les marchés financiers tremblent. Et ce jour-là, il fait quelque chose de totalement absurde dans l'industrie de la tech. Il annonce le nom d'un produit qui ne sortira pas avant 3 ans, en 2028. Dans la Silicon Valley, annoncer un nom 3 ans à l'avance, c'est suicidaire. C'est donner des billes à la concurrence, c'est figer sa stratégie. Sauf si le nom lui-même est le message. Un mot s'affiche en grand derrière lui. Feynman. Richard Feynman, un physicien mort en 1988. Un homme qui n'a jamais possédé d'ordinateur personnel, qui n'a jamais envoyé un seul email de sa vie et qui n'a jamais vu l'ombre d'une page web. Pourquoi l'entreprise la plus avancée du XXIe siècle, celle qui construit le cerveau des futurs IA, choisirait-elle de se placer sous l'égide d'un homme du passé ? Ce n'est pas un hommage, ce n'est pas de la nostalgie. C'est une décision stratégique prise dans une salle où chaque syllabe pèse des milliards de dollars de revenus. Pour comprendre le pourquoi, il faut regarder l'arbre généalogique de Nvidia. Depuis 2006, chaque architecture de puce porte le nom d'un géant de la science. Tesla, celui qui a dompté l'énergie. Turing, celui qui a défini ce qu'est un calcul. Hopper, la femme qui a rendu la programmation pratique. Ada Lovelace, la première à avoir écrit un algorithme. Blackwell, Rubin. Chaque nom correspond précisément à ce que la génération de puces était censée accomplir. Alors, quand Jensen Huang associe Feynman à la puce censée alimenter l'ère de l'intelligence artificielle générale, celle où les machines ne se contentent plus de recracher des motifs, mais se mettent à raisonner, il lance un défi au monde. Il nous dit « L'avenir de l'IA n'est pas une question de force brute, c'est une question de méthode de pensée. » La plupart des gens pensent que l'IA est une sorte de super bibliothécaire qui a lu tout Internet et qui est capable de nous faire un résumé. C'est l'erreur fondamentale. Si Nvidia mise tout sur Feynman, c'est parce que les gens les plus intelligents du secteur ont compris quelque chose que le grand public ignore encore. Nous sommes arrivés au bout du modèle actuel. Le modèle perroquet savant est en train de mourir. Mais voici ce qui rend cette histoire fascinante. Feynman n'a pas seulement inspiré cette puce de loin, par ses théories. Il n'a pas juste écrit des papiers qui ont bien vieilli. Richard Feynman a littéralement construit, de ses propres mains, l'ancêtre de tout ce que Nvidia fabrique aujourd'hui. Il a soudé des circuits, peint des murs et débugué des lignes de code dans une entreprise dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Tout commence lors d'un déjeuner, en 1983. Danny Illis, un jeune diplômé du MIT, est assis face à Feynman. Il lui annonce qu'il lance une boîte pour construire un ordinateur parallèle avec 1 million de processeurs. À l'époque, c'est de la folie pure. Toute l'industrie informatique repose sur un seul processeur, faisant une chose à la fois, très vite. Illis, lui, en veut 1 million faisant 1 million de choses en même temps. La réponse de Feynman ? C'est positivement l'idée la plus stupide que j'ai jamais entendue. Mais attention, c'est ici que le mythe du génie commence à se fissurer pour laisser place à la réalité du visionnaire. La plupart des gens, face à une idée stupide, tournent le dos. Feynman, lui, y voyait une opportunité. Soit prouver que c'était faux, soit prouver que c'était vrai. Dans les deux cas, il allait apprendre quelque chose. Le lendemain de la création de la boîte, Feynman débarquait dans les bureaux, saluait les étudiants du MIT encore en train de débattre du nom de l'entreprise et lançait « Richard Feynman au rapport. Ok patron, c'est quoi ma mission ?» On lui a dit qu'il devait conseiller sur l'application du calcul parallèle aux problèmes scientifiques. Sa réponse ? Ça ressemble à un tas de conneries. Donnez-moi quelque chose de réel à faire. Alors ils l'ont envoyé acheter des fournitures de bureau.
Un prix Nobel de physique est allé acheter des crayons et du ruban adhésif. Pendant ce temps-là, dans le laboratoire, les ingénieurs paniquaient sur un problème de mathématiques qui allait décider de la survie de la machine. Ils étaient coincés. Et c'est là que Feynman est revenu avec ses crayons. Ce qu'il a fait ensuite n'a pas seulement sauvé cette machine. Cela a posé les bases de la puce qui, en 2028, portera son nom. Car pour Feynman, comprendre, ce n'était pas connaître la définition d'un mot. C'était être capable de reconstruire la chose de ses propres mains. Comme il l'avait écrit sur son tableau noir à sa mort. Ce que je ne peux pas créer, je ne le comprends pas. Revenons dans cette demeure louée près de Boston en 1983. L'ambiance est électrique, mais l'équipe est face à un mur. Le cœur du problème, c'est le routeur. Imaginez un immense standard téléphonique où 65 000 processeurs essaient de se parler en même temps. Si les messages s'accumulent, tout s'effondre. Les ingénieurs du MIT, les meilleurs cerveaux du pays, ont calculé qu'il fallait 7 zones de stockage, des buffers, par puce pour éviter l'embouteillage. Problème, 7 buffers rendent la puce trop grosse. Elle est impossible à fabriquer avec la technologie de l'époque. Ils sont coincés. Le projet est à l'arrêt. C'est là que le mythe du savant dans sa tour d'ivoire explose. On s'attendrait à ce qu'un prix Nobel de physique donne des conseils de haute volée sur la thermodynamique ou la mécanique quantique. Pas Feynman. Il s'assoit avec les mathématiques brutes du trafic de données. Il n'utilise pas les outils classiques des informaticiens. Il utilise une équation différentielle impliquant le nombre moyen de bits à 1 dans une adresse binaire. Une approche que personne d'autre dans le bâtiment n'aurait osé tenter. Son diagnostic tombe. 5 buffers suffiront. Les ingénieurs le regardent avec scepticisme. C'est un physicien. Qu'est-ce qu'il en sait? Pendant des mois, ils l'ignorent. Ils s'acharnent sur leurs 7 buffers. En septembre, la réalité les rattrape. Leur puce ne rentre toujours pas. Désespérés, ils finissent par tester la solution de Feynman. Ils construisent la machine avec 5 buffers, en priant pour qu'elle n'explose pas au premier calcul. Résultat, la machine tourne comme une horloge. La Connection Machine naît. Elle possède 65 536 processeurs travaillant en parallèle. En 1993, 4 des 5 ordinateurs les plus rapides au monde sont des Connection Machines. C'est cette machine que Steve Jobs viendra admirer, demandant à son designer de s'en inspirer pour ses futurs ordinateurs. C'est cette machine, avec ses lumières rouges clignotantes, que vous avez vue dans la salle de contrôle de Jurassic Park. Et tout son système nerveux reposait sur une intuition mathématique de Feynman. Mais voici où votre cerveau doit commencer à se retourner. Nous sommes en 1983. L'intelligence artificielle est alors considérée comme une impasse, une curiosité pour rêveurs. Un collègue de Caltech, John Hopfield, vient donner une conférence chez Thinking Machines sur les réseaux de neurones. À l'époque, parler de réseaux de neurones dans une conférence d'informatique sérieuse, c'est comme parler de télépathie dans un congrès de chirurgie. C'est ringard, c'est flou, c'est perçu comme de la pseudo-science. Sauf pour Feynman. Pendant que les autres ricanent, Feynman voit la structure. Il comprend immédiatement que les réseaux de neurones sont, par essence, des systèmes parallèles. Chaque neurone artificiel tire en même temps. Il réalise que la Connection Machine n'est pas juste un supercalculateur pour la météo ou la physique nucléaire. C'est l'hôte parfait pour une intelligence artificielle. Il commence alors à optimiser, à la main, du code pour réseau de neurones sur un processeur parallèle. En 1983, soit 40 ans avant que le monde ne découvre ChatGPT, Feynman est déjà en train de manipuler l'architecture exacte qui alimente aujourd'hui chaque système d'IA sur la planète. C'est ici qu'il faut déconstruire un immense malentendu sur l'intelligence. Pour Feynman, il y avait une distinction fondamentale entre connaître le nom de quelque chose et comprendre quelque chose. Il racontait souvent cette anecdote sur les étudiants en physique au Brésil. Il pouvait réciter par cœur toutes les formules sur la réfraction de la lumière, mais quand il leur demandait de regarder l'eau de l'océan et d'expliquer pourquoi elle brillait sous cet angle, ils restaient muets. Ils connaissaient les mots, mais ils n'avaient aucune image mentale de la réalité physique. C'est ce qu'il appelait la science cargo-cult, la science du culte du cargo. Comme ces tribus du Pacifique qui construisaient de fausses pistes d'atterrissage avec des tours de contrôle en bois et des casques en bambou pour faire revenir les avions de l'armée remplis de marchandises. Beaucoup de chercheurs imitent les rites de la science,
sans en comprendre la substance. Ils font des calculs, ils publient des papiers, mais ils ne sentent pas le problème. Aujourd'hui, l'IA souffre exactement de ce syndrome. C'est le plus grand perroquet savant jamais construit. Elle peut générer des dissertations, coder des sites web et imiter la voix de votre chanteur préféré, mais demandez-lui de résoudre un problème de logique totalement inédit, un problème qui n'existe pas dans ses données d'entraînement, et elle bégaye. Elle connaît les noms, mais elle ne comprend pas encore la structure de la réalité. Nvidia le sait. Jensen Huang sait que pour passer à l'étape suivante, l'intelligence qui résonne vraiment, il faut arrêter de construire des bibliothèques géantes et commencer à construire des moteurs de compréhension. C'est pour ça que la puce de 2028 ne s'appelle pas Einstein ou Hawking. Einstein était le génie de l'abstraction. Feynman était le génie de la reconstruction. Il ne croyait pas aux experts. Il ne croyait pas aux manuels. Il croyait en ce qu'il pouvait bâtir de ses mains. Richard Feynman au rapport. « Ok patron, c'est quoi ma mission ?» Cette phrase est le code secret de Nvidia. La mission de la puce Feynman n'est pas de traiter plus de données que la puce Rubin ou Blackwell. Sa mission est d'apprendre à l'IA à se mettre à genoux, comme Feynman dans les bureaux de Thinking Machines, pour souder elle-même les circuits de sa propre logique. Pour ne plus seulement prédire le mot suivant, mais pour comprendre pourquoi la lumière brille sur l'eau. Pour comprendre pourquoi Nvidia a gravé ce nom sur son futur silicium, il faut remonter 2 ans avant l'aventure de Thinking Machines. Nous sommes en mai 1981 au MIT, lors d'une conférence intitulée Physics of Computation. Dans la salle, les plus grands esprits de l'époque. Feynman monte à la tribune pour le discours d'ouverture. Et là, il fait du Feynman. Il ignore totalement l'ordre du jour. Le programme dit que je dois faire un discours d'ouverture. Mais je ne sais pas ce que c'est qu'un discours d'ouverture. Puis, il pose la question que personne n'osait poser, parce qu'elle semblait trop simple, presque enfantine. Peut-on simuler la nature avec un ordinateur ? À cet instant, la plupart des informaticiens dans la salle pensent « Bah oui, c'est ce qu'on fait tous les jours. On simule la météo, on simule des crash tests, on simule des orbites. » Mais Feynman, lui, ne parle pas d'approximation. Il parle de la réalité brute, de ce qui se passe réellement à l'échelle des atomes. Et sa réponse tombe comme un couperet. Non, pas avec vos machines actuelles. Pourquoi ? Pour comprendre, sortons du laboratoire et entrons dans votre cuisine. Imaginez que vous organisiez un dîner. Si vous avez 2 invités, gérer les interactions est facile. A parle à B. Si vous en avez 4, c'est un peu plus complexe, mais gérable. Mais si vous avez 30 invités, et que chaque personne a une interaction spécifique avec chaque autre personne, et que ces interactions changent si une 3e personne entre dans la conversation, le nombre de combinaisons explose littéralement. C'est ce qu'on appelle l'explosion exponentielle. Dans le monde quantique, celui de la nature réelle, si vous doublez la taille du système que vous voulez simuler, vous ne doublez pas la puissance de calcul nécessaire. Vous avez besoin d'une puissance exponentiellement plus grande. Ajoutez 10 particules à votre simulation, et vous aurez peut-être besoin de 1000 fois plus de processeurs. Ajoutez-en encore 10, et il vous en faudra 1 million de fois plus. Très vite, il n'y a plus assez d'atomes dans l'univers pour construire un ordinateur classique capable de simuler ne serait-ce qu'une petite molécule d'aspirine avec une précision totale. C'est là que Feynman lâche sa bombe, une phrase qui est aujourd'hui le texte sacré de l'informatique moderne. La nature n'est pas classique, bordel. Et si vous voulez faire une simulation de la nature, vous feriez mieux de la faire mécanico-quantique. Ce jour-là, dans une indifférence presque générale, Richard Feynman vient d'inventer le concept de l'ordinateur quantique. Son idée est d'une simplicité désarmante et d'une profondeur abyssale. Si la réalité est complexe, ne perdez pas votre temps à essayer de la copier avec des 0 et des 1. Construisez une machine dont les composants eux-mêmes se comportent comme la réalité. Laissez la machine être aussi étrange que la physique qu'elle essaie d'imiter. Mais quel est le rapport avec l'IA de 2028 ? Pourquoi Jensen Huang s'intéresse-t-il à un discours de 1981 ? Parce que nous arrivons au même mur avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nos IA sont classiques. Elles ingèrent des quantités monstrueuses de données, tout Wikipédia, tout Reddit, tous les livres numérisés,
et elle cherche des motifs statistiques. C'est ce qu'on appelle le brute force. Si je vois le mot ciel, il y a 90% de chances que le mot suivant soit bleu. C'est puissant, c'est impressionnant, mais ce n'est pas de l'intelligence. C'est une simulation de l'intelligence. Feynman détestait les simulations qui ne comprenaient pas le mécanisme sous-jacent. Il appelait cela « savoir le nom des choses sans rien y comprendre ». Si vous demandez à une IA actuelle pourquoi un ballon roule vers le bas d'une colline, elle vous répondra par une parfaite définition de la gravité tirée d'un manuel. Mais elle ne sent pas la pente, elle ne comprend pas la friction. Elle ne fait que régurgiter une moyenne statistique de ce que les humains ont écrit sur les ballons. L'architecture Feynman de NVIDIA, prévue pour 2028, marque le pivot historique de l'industrie. On passe de l'ère de l'entraînement, ingérer des données, à l'ère de l'inférence raisonnée. Jensen Huang l'a dit explicitement en 2025. La quantité de calcul dont nous avons besoin pour le raisonnement est 100 fois supérieure à ce que nous pensions l'année dernière. 100 fois plus de calcul, non pas pour lire plus de texte, mais pour réfléchir à travers le problème. Pour que la machine agisse comme Feynman, qu'elle démonte le problème, qu'elle en reconstruise les bases, et qu'elle ne valide une réponse que si elle est capable de recréer la logique de A à Z. C'est là que le paradoxe devient fascinant. Pour créer une machine capable de raisonner comme un humain, nous devons arrêter de la faire fonctionner comme un dictionnaire géant et commencer à la faire fonctionner comme la nature elle-même. Nous devons construire des puces qui ne se contentent pas de calculer, mais qui émulent la structure même du monde. Imaginez une discussion entre Feynman et un ingénieur têtu d'aujourd'hui. L'ingénieur. « Mais Richard, on a des serveurs gros comme des immeubles, on a des milliards de paramètres. » Feynman. « Mon petit, tu peux avoir toutes les briques du monde, si tu ne sais pas comment elles s'emboîtent, tu n'as qu'un tas de cailloux. Ton IA connaît le dictionnaire, mais elle ne sait pas ce qu'est une émotion, elle ne sait pas ce qu'est une intuition physique. Elle ne sait pas créer, donc elle ne comprend rien. La puce Feynman, c'est la promesse d'une IA qui cesse d'être un miroir de nos données pour devenir un moteur de découverte. Une machine qui, au lieu de nous dire ce que nous avons déjà écrit, nous expliquera ce que nous n'avons pas encore compris. Car comme le disait Feynman, le but de la science n'est pas de prouver qu'on a raison, mais d'essayer de se prouver qu'on a tort le plus vite possible. Et pour ça, il faut une puissance de raisonnement qui dépasse tout ce que nous avons connu jusqu'ici. Mais attention, ne vous méprenez pas. Si Nvidia investit des dizaines de milliards dans une puce nommée Feynman, ce n'est pas pour construire une machine qui pense comme un poète. C'est pour briser un mur physique et mathématique contre lequel toute l'industrie est en train de s'écraser. Ce mur s'appelle l'entropie de l'information. Pour comprendre l'obstacle, revenons en 1944, Los Alamos, le projet Manhattan. Richard Feynman n'a que 26 ans, mais il dirige déjà une équipe de calculateurs humains. À l'époque, un ordinateur était une personne, souvent une femme, assise devant une machine à calculer mécanique. Le problème de la bombe atomique demandait des calculs d'une complexité inouïe. La méthode classique, on donne une équation à une personne, elle finit, et on donne le résultat à la suivante. C'est lent, terriblement lent. Feynman, lui, invente le futur sans même s'en rendre compte. Il organise ses ordinateurs humains en parallèle. Il divise les équations en morceaux, distribue les fragments à 3 groupes différents simultanément et combine les résultats à la fin. Il vient d'inventer l'informatique parallèle 40 ans avant qu'elle n'ait un nom. Il a même conçu un algorithme de logarithme à la main en 1944 qui finira, ironie de l'histoire, par être utilisé dans le code de la Connection Machine en 1983. C'est ce talent pour craquer le système de l'intérieur qui fascine Nvidia. Car l'IA de 2026 est dans une impasse que Feynman avait déjà identifiée. Aujourd'hui, pour rendre une IA plus intelligente, on lui donne plus de données. Mais il y a un paradoxe. Plus vous accumulez de données, plus vous créez de bruit. C'est comme essayer d'apprendre la cuisine en lisant tous les menus de tous les restaurants du monde sans jamais toucher une poêle. Vous finirez par savoir que sel et poivre vont souvent ensemble, mais vous n'aurez aucune idée de pourquoi ils réagissent chimiquement avec la viande. Feynman appelait cela la Science Cargo Cult.
Il voyait des chercheurs suivre scrupuleusement les rites de la méthode scientifique, faire des graphiques, citer des sources, utiliser des mots compliqués, mais sans produire de substance réelle. Ils ressemblaient à des scientifiques, ils parlaient comme des scientifiques, mais le cœur était vide. C'est exactement le risque de l'IA actuelle. Elle ressemble à une intelligence, elle parle comme une intelligence, mais elle est vide de compréhension systémique. Elle ne raisonne pas, elle prédit. Et la prédiction a une limite physique. Elle ne peut pas inventer ce qu'elle n'a pas vu. Elle ne peut pas craquer le coffre-fort de la réalité si la combinaison n'est pas déjà dans ses données d'entraînement. Feynman, lui, était un maître perceur de coffre-fort. À Los Alamos, il s'amusait à ouvrir les tiroirs secrets des généraux. Comment ? Pas en utilisant la force brute, mais en comprenant la psychologie des physiciens qui choisissaient les codes. Il avait remarqué qu'ils utilisaient souvent des constantes mathématiques comme pi ou la base des logarithmes naturels E. Il ne testait pas toutes les combinaisons, il comprenait la logique derrière le choix de la combinaison. C'est exactement ce que Nvidia essaie de faire avec la puce de 2028. Passer de la force brute à la logique du perceur de coffre. Jusqu'à présent, les puces, comme Blackwell ou Rubin, étaient conçues pour l'entraînement, avaler des pétaoctets de données le plus vite possible. La puce Feynman, elle, est optimisée pour l'inférence raisonnée. Imaginez la différence. L'IA classique voit une tasse tomber et se briser. Elle a vu des millions de vidéos de tasses qui se brisent, donc elle peut prédire avec précision où chaque éclat va atterrir. Mais elle ne comprend pas la gravité. Elle ne comprend pas la tension superficielle de la céramique. Si vous changez les lois de la physique dans la vidéo, elle sera totalement perdue. Une IA Feynman, elle, regarderait la tasse et se dirait « Si je reconstruisais la physique de cette chute à partir de zéro ». Elle n'aurait pas besoin de millions d'exemples, elle n'aurait besoin que d'une règle fondamentale. Elle comprendrait que la tasse se brise parce que l'énergie cinétique dépasse les forces de liaison moléculaire. Elle pourrait alors prédire la chute d'une tasse sur Mars ou dans un liquide visqueux, ou dans une station spatiale, même si elle n'a jamais vu de données là-dessus. C'est là que le cerveau du spectateur doit se retourner. Nous avons passé les 20 dernières années à essayer de mettre tout le savoir humain dans une boîte. Feynman nous dit que c'était la mauvaise approche. Le savoir n'est rien sans la capacité de le recréer. Ce que je ne peux pas créer, je ne le comprends pas. Si Nvidia réussit son pari en 2028, nous ne serons plus face à une machine qui nous récite Wikipédia. Nous serons face à une machine qui, comme Feynman, s'assoit par terre, démonte le problème, et nous explique enfin pourquoi le monde fonctionne comme il fonctionne. Nous passons de l'ère des bibliothécaires à l'ère des architectes. Mais pour atteindre ce stade, il reste un obstacle ultime. Un paradoxe qui lie la vitesse de la lumière à la pensée humaine. Car pour raisonner, il faut du temps. Et dans le monde du silicium, le temps est une ressource plus précieuse que l'or. Comment faire en sorte qu'une machine réfléchisse sans qu'elle ne mette des siècles à répondre ? La réponse se cache dans la manière dont Feynman visualisait l'invisible. Mais il reste un dernier secret, le plus profond, celui qui explique pourquoi Nvidia a choisi ce nom précisément pour la puce qui doit marquer la fin de l'histoire de l'IA primitive. Pour le comprendre, il faut regarder comment Feynman a gagné son prix Nobel. Il n'a pas découvert une nouvelle particule, il n'a pas écrit une équation plus longue que celle des autres. Il a fait quelque chose de bien plus radical, il a dessiné des gribouillis. À l'époque, la physique quantique était un cauchemar mathématique. Les chercheurs passaient des mois à résoudre des pages entières d'intégrales pour comprendre comment deux électrons interagissaient. C'était une jungle de symboles, où même les plus grands génies se perdaient. Feynman est arrivé et a dit « Et si on arrêtait de regarder les formules et qu'on regardait ce qui se passe vraiment ?» Il a inventé les diagrammes de Feynman, des petits dessins simples avec des flèches et des lignes ondulées. Ce qui prenait 6 mois de calcul devenait soudainement visuel, intuitif, presque évident. C'est là que réside le véritable retournement de cerveau de ce scénario. La puce Feynman de 2028 n'est pas là pour faire des calculs plus compliqués. Elle est là pour faire des calculs plus simples. Elle est là pour trouver le diagramme derrière le chaos des données. Aujourd'hui, quand une IA traite une image ou un texte, elle manipule des vecteurs dans des espaces à des milliers de dimensions que l'esprit humain ne peut pas concevoir.
C'est une boîte noire. Personne, pas même ses créateurs, ne sait vraiment pourquoi elle a donné telle ou telle réponse. Elle est d'une complexité inutile, tout comme la physique avant Feynman. La puce de 2028 vise à inverser cette tendance. Elle veut forcer l'IA à construire des modèles internes qui sont élégants, économes en énergie et surtout compréhensibles. C'est ici qu'intervient la dimension philosophique de cet homme qui n'a jamais envoyé d'email. Feynman avait un ami artiste qui lui disait « Moi, en tant qu'artiste, je peux voir à quel point une fleur est belle. Mais toi, en tant que scientifique, tu la décortiques, tu la sépares en morceaux, et elle devient une chose terne. » Feynman répondait que c'était une bêtise monumentale. La beauté que l'artiste voit est disponible pour moi aussi. Mais je vois une beauté plus profonde. Je vois la structure des cellules, les réactions chimiques complexes qui attirent les insectes pour la pollinisation. La science ne retire rien à la beauté de la fleur, elle ne fait que l'ajouter. En 2028, quand la puce Feynman s'allumera pour la première fois dans des serveurs géants, l'intelligence artificielle sortira de son adolescence. Elle cessera d'être ce gamin arrogant qui récite tout ce qu'il a lu sur Internet sans rien y comprendre. Elle commencera à voir les couches de beauté du monde. Elle ne nous dira pas seulement que le climat change, elle nous montrera les diagrammes de Feynman de l'atmosphère. Elle ne nous donnera pas seulement la formule d'un nouveau médicament, elle nous expliquera comment elle l'a créé mentalement, pièce par pièce. C'est le pari fou de Nvidia, prouver que l'intelligence n'est pas la capacité à stocker l'infini, mais la capacité à réduire l'infini à l'essentiel. Richard Feynman est mort le 15 février 1988. Ses derniers mots ont été « Je détesterais mourir 2 fois, c'est tellement ennuyeux ». Mais en un sens, il ne mourra jamais. Son esprit est maintenant coulé dans le silicium. Chaque fois qu'une future IA hésitera devant un problème complexe, chaque fois qu'elle devra raisonner au lieu de répéter, elle passera par les circuits de cette puce. Elle devra se demander « Est-ce que je connais seulement le nom de ce problème ou est-ce que je suis capable de le reconstruire ?» Regardez une dernière fois ce tableau noir dans son bureau vide à Caltech. 7 mots écrits à la craie blanche. Ce que je ne peux pas créer, je ne le comprends pas. Nous avons passé des décennies à essayer de comprendre l'intelligence humaine. Nous avons échoué parce que nous essayons de l'observer de l'extérieur, comme des spectateurs devant un tour de magie. En nommant leur puce la plus avancée Feynman, Nvidia nous dit que la seule façon de comprendre enfin l'intelligence, c'est de la créer. De la fabriquer atome par atome, transistor par transistor, jusqu'à ce qu'elle soit capable de nous regarder en face et de nous expliquer, avec cette touche de malice propre à Richard, que le monde est bien plus simple et bien plus beau que nous ne l'avions imaginé. Le futur ne sera pas fait de machines qui nous remplacent, mais de machines qui nous rendent plus lucides, des machines qui nous apprennent à ne plus être des membres du culte du cargo, mais de véritables explorateurs de la réalité. La puce Feynman n'est pas un processeur, c'est un manifeste. C'est l'affirmation que, même dans un monde de silicium et de milliards de paramètres, l'honnêteté intellectuelle et la clarté de pensée restent les forces les plus puissantes de l'univers. Et si vous voulez continuer à voir le monde tel qu'il est, derrière les mythes et les discours marketing, si vous voulez comprendre les rouages de la réalité avant qu'ils ne soient gravés dans les machines de demain, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous, car la beauté du réel ne se révèle qu'à ceux qui osent le démonter pour voir comment il marche.